Bonjour mes chers élèves de 3e 5, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours, plus précisément deuxième vidéo sur le chapitre 3 du thème Le monde depuis 45, ce chapitre Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Cette vidéo sera plus courte que la première et permettra de clôturer ce chapitre. Alors, reprenons depuis le début. Nous avons dit, première grande rupture, 1989-1991, fin de la guerre froide, l'espoir d'une paix durable, d'un monde plus simple, etc. Jusqu'à une deuxième rupture, on change d'époque, on change de monde, le monde n'est plus le même, l'organisation du monde n'est plus le même. Deuxième rupture, les attentats du 11 septembre 2001, attentats sur lesquels vous avez travaillé grâce à une étude de cas, attentats que nous avons étudiés également lors de la précédente vidéo. À partir de cette deuxième rupture, changement très important. Les États-Unis, grands vainqueurs de la guerre froide, hyperpuissance, etc., se sentent pour la première fois vulnérables, puisqu'ils sont pour la première fois de leur histoire attaqués sur leur propre sol, ils se sentent fragilisés, ils se sentent défiés par des organisations terroristes et ils sont confrontés à une nouvelle forme de guerre, le terrorisme international, une guerre contre laquelle il est très difficile de lutter puisque, je le répète, ces groupes terroristes peuvent attaquer n'importe où, n'importe quand et ils sont très compliqués à débusquer. À partir de cette deuxième rupture, autre changement, naissance d'un monde multipolaire. Après le monde bipolaire de la guerre froide, après le monde unipolaire à la fin de la guerre froide, et bien à partir des années 2000, naissance d'un monde multipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le répète, ça veut dire qu'il y a une multitude de pôles de puissance, en tout cas, donc une multitude de puissances. Les États-Unis, bien sûr, toujours, l'Europe, qui monte en puissance, aujourd'hui l'Union européenne, et puis les BRICS, ces nouveaux pays émergents. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et nous avions vu que ce monde multipolaire pose une première question sur laquelle les experts n'apportent pas tous la même réponse. Les États-Unis, avec ce monde multipolaire, sont-ils redevenus une puissance comme les autres ou bien les États-Unis sont-ils toujours une hyperpuissance au-dessus des autres, au-dessus des nouvelles puissances? Les experts ne sont pas d'accord sur la réponse. La réponse se situe sûrement entre les deux. Effectivement, avec ce monde multipolaire, les États-Unis ont perdu une partie de leur puissance. Ils ne peuvent plus à eux seuls influencer et dominer le monde. C'est pourquoi certains parlent d'un déclin relatif des États-Unis. Par contre, d'autres experts disent que les États-Unis sont toujours une hyperpuissance. Ce monde multipolaire, ce n'est que le rattrapage de pays qui sont sortis du développement et qui sont montés en puissance. Pour certains experts, donc les États-Unis sont toujours une hyperpuissance, c'est-à-dire les numéros 1 dans tous les domaines, et donc une hyperpuissance au-dessus des autres. La réalité est sûrement entre les deux. Monde multipolaire. Revenons à nos attentats du 11 septembre. Les États-Unis, stupéfaits, choqués, traumatisés, qui se sentent vulnérables, ils sont défiés, et donc les États-Unis vont pratiquer à partir de ce moment-là ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Nous l'avions vu. L'unilatéralisme, ça veut dire qu'un pays agit seul à l'extérieur de ses frontières pour mener des guerres sans l'accord de l'ONU. S'il y a accord de l'ONU, tant mieux. S'il n'y a pas accord de l'ONU, eh bien, le pays agit tout seul. C'est contraire au droit international. Alors que, nous le répétons, les États-Unis, avant cette deuxième rupture, intervenaient dans le monde toujours avec l'accord de l'ONU. Cette fois-ci, c'est terminé. Cette deuxième rupture fait que les États-Unis partent en guerre contre le terrorisme international avec l'accord de l'ONU et des autres puissances, ou pas. Unilatéralisme. Et c'est pour ça que durant
les années 2000, les États-Unis sont très critiqués parce qu'ils agissent seuls. Et puis, dans un monde multipolaire, ne faut-il pas pratiquer le multilatéralisme? Normalement, dans un monde multipolaire, on intervient dans une zone problématique avec l'accord de toutes les puissances. Mais il n'y a pas de multilatéralisme durant les années 2000. Les États-Unis agissent seuls, notamment lors de la Deuxième Guerre en Irak. Alors, pour cette vidéo, nous allons rapidement voir comment les États-Unis changent de politique après les attentats du 11 septembre, guerre en Afghanistan, deuxième guerre d'Irak, et puis nous verrons un petit document vidéo sur l'émergence, la naissance de ces nouvelles puissances, les BRICS. Premier document vidéo, un extrait d'un journal télévisé, juste après les attentats du 11 septembre. Et dans cette vidéo, nous allons voir que dans un premier temps, les États-Unis évidemment sont traumatisés, sont choqués, sont sous le choc, mais très vite, ils vont rentrer dans une logique guerrière, justicière, avec la volonté de se venger, notamment de l'ennemi numéro 1, Ben Laden, le commanditaire des attentats du 11 septembre. Regardons cet extrait du journal télévisé. On a senti hier que les autorités américaines étaient complètement dépassées. George Bush lui-même a différé son retour à Washington de quelques heures, tant la menace était forte. Le président des États-Unis a promis des représailles à l'encontre des auteurs de ces attentats. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, Serge Kovacs, il a reçu en fin de matinée tous les dirigeants des deux chambres du Congrès, devant lesquels il va faire une nouvelle déclaration officielle. Gwenaël Lenoir. Today we've had a national tragedy. 9h30 hier, George Bush vient d'apprendre la nouvelle, première adresse d'un président sous le choc à une nation horrifiée. Donc d'abord un président américain et une nation américaine sous le choc. Le terrorisme contre notre nation ne passera pas. Je vous demande de vous joindre à moi pour une minute de silence. Que Dieu bénisse les victimes, les familles et l'Amérique. Merci beaucoup. Immédiatement, il quitte la Floride. Le monde entier l'attend à Washington. Surprise générale, l'avion présidentiel se pose sur une base militaire en Louisiane, très loin de la capitale fédérale. Dans une deuxième adresse à la nation, il tient à rassurer, malgré tous les événements, le gouvernement ne vacille pas. Notre armée, chez nous et partout dans le monde, est en état d'alerte maximum. Je rappelle que les États-Unis, pour la première fois de l'histoire, ont été touchés sur leur propre sol et tous les symboles de l'hyperpuissance américaine ont été touchés ou ont voulu être touchés. Et nous avons pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que votre gouvernement continue à travailler. Nouveau départ. Cette fois, l'avion présidentiel atterrit dans le Nebraska, sur cette base militaire qui abrite le commandement stratégique américain. George Bush y reste plusieurs heures. En fait, les services chargés de sa sécurité tiennent à vérifier qu'aucun avion civil ne survole plus l'espace aérien avant d'autoriser Air Force One à décoller. Et c'est encadré par des chasseurs que l'appareil de George Bush relie finalement Washington. Un peu avant 21h, heure locale, un hélicoptère dépose le président américain sur la pelouse de la Maison Blanche. Du bureau ovale, il menace. J'ai donné l'ordre pour que toutes nos ressources en matière de renseignement et de police s'attellent à retrouver les responsables et les traduire en justice. Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré ces actions et ceux qui les protègent. Donc on passe de l'état de stupéfaction, on est stupéfait, choqué, traumatisé, à une attitude très vite menaçante, guerrière, avec la volonté de se venger, avec l'accord de l'ONU ou pas. Aujourd'hui, alors que les États-Unis se réveillaient dans un cauchemar, le président américain, le visage grave, prononce le mot de guerre. Les attaques délibérées et meurtrières qui ont été menées hier contre notre pays
étaient plus que des actes de terreur. Elles étaient des actes de guerre. Des actes de guerre auxquels les Américains veulent répondre. Ce soir, un sondage indique que 90% d'entre eux exigent des représailles à ces attaques. Alors, que va-t-il se passer par la suite? Les États-Unis vont intervenir massivement en Afghanistan, où ils savent que Ben Laden se cache. Ils vont intervenir avec une coalition de plusieurs pays, dont la France. Donc, pour cette première intervention, ils n'agissent pas tout seuls. Par contre, ils vont intervenir un peu plus tard en Irak pour la seconde guerre d'Irak. Et cette fois-ci, ils vont intervenir tout seuls, sans l'accord de l'ONU et en désaccord avec un certain nombre de pays. Alors, quand on parle de cet axe du mal, expression utilisée par George Bush du temps de sa présidence et de présidence, ce qu'il appelle l'axe du mal, c'est cette partie du monde où nous avons évidemment l'Afghanistan, premier pays d'intervention des États-Unis et d'une coalition d'un certain nombre de pays, puisque Ben Laden, l'ennemi public numéro 1, s'y cache, mais il ne le trouve pas. Donc l'Afghanistan, la Corée du Nord, le seul réel régime communiste encore en place aujourd'hui, qui tente de mettre en place la bombe atomique, l'Iran, même chose, et puis l'Irak. Les États-Unis décident de s'attaquer à l'Irak pour la deuxième fois, c'est la deuxième guerre d'Irak. Alors, d'un point de vue chronologique, les États-Unis et leur coalition interviennent en Afghanistan de 2001, depuis le début des attentats, de 2001 à 2014, et ils interviennent en Irak de 2003 à 2011. Mais, lorsqu'ils veulent intervenir en Irak, eh bien, à l'ONU, se font jour un certain nombre de désaccords. Les États-Unis affirment que l'Irak possède des armes de destruction massive. Il n'y en a pas réellement la preuve. Les États-Unis, n'obtenant pas l'accord de tous, eh bien, décident d'agir dans ce pays tout seul. Nous allons voir un deuxième document en vidéo qui montre à l'époque à quel point les débats ont été vifs à l'ONU pour savoir s'il fallait intervenir ou pas en Irak. Et je répète, malgré ces désaccords, les Américains sont intervenus seuls en Irak. Regardons donc ce deuxième document vidéo. Et après la remise du rapport des inspecteurs, les représentants de chaque disposait de 10 minutes pour présenter sa position après la présentation. Donc une séance à l'ONU. La Syrie, avant pays arabe la Seconde au Guerre Conseil en ouvert Irak. le bar, soulignons que alors qu'Israël et qu'il possède des armes J'avance un petit peu. maîtrise, le ministre français des Affaires étrangères a été... Voilà. La France, à l'époque, sous la présidence de Jacques Chirac, s'oppose à une intervention en Irak, s'oppose à la Seconde Guerre d'Irak, qui, je le répète, va durer de 2003 à 2011. La France estime qu'il n'y a aucune preuve que l'Irak possède des armes de destruction massive et n'entend pas s'engager dans une guerre avec autant d'incertitudes. Et lors d'une séance à l'ONU, avant cette guerre, les États-Unis essayent de convaincre l'ONU de s'engager dans cette guerre. Et bien lors d'une séance à l'ONU, M. Villepin, ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, explique pourquoi la France ne souhaite pas cette guerre en Irak. estimé que les inspections donnaient des résultats, qu'il fallait les poursuivre. La France a cependant rappelé qu'elle n'excluait pas le recours à la force en cas d'échec des inspecteurs. Merci, Monsieur Blix. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Donc on voit très bien la position de la France à l'époque, qui s'oppose à cette logique guerrière à tout prix des États-Unis. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Fait rare, dans l'hémicycle du Conseil de l'ONU, Dominique de Villepin a été applaudi. Il a proposé une nouvelle réunion du Conseil. Bref, à l'époque, avant la Seconde Guerre en Irak menée par les Américains de 2003 à 2011, beaucoup de désaccords à l'ONU sur cette intervention armée, et finalement, les États-Unis interviendront seuls en Irak de 2003 à 2011, pratiquant ainsi l'unilatéralisme. Nous finissons cette vidéo par le deuxième changement, changement de politique des États-Unis, unilatéralisme, deuxième changement, naissance d'un monde multipolaire, et notamment ces fameux pays émergents, les BRICS. Qui sont-ils? Quels sont leurs facteurs de puissance? Pour cela, nous allons regarder un document vidéo. Pour une fois, on peut dire les choses. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. L'acronyme BRIC a été inventé en 2001 par l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jim O'Neill, pour désigner les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Le terme est rapidement devenu l'abréviation utilisée pour désigner ces pays à l'économie émergente. À ce moment-là, les Économie émergente, ça veut dire des économies qui gagnent en puissance, qui se développent très fortement, et des économies qui font concurrence aux anciennes puissances. pays émergents voulaient davantage peser sur la gouvernance économique mondiale et ils ont noué un partenariat. En 2009, le premier sommet des BRIC a eu lieu en Russie, en réponse à la crise financière. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe des BRIC en 2010 et celui-ci est maintenant connu sous le nom de BRICS. C'est davantage un partenariat économique qu'une alliance politique. Au total, ces 5 pays regroupent près de 40% de la population mondiale. Les BRICS créent désormais des institutions pour aider les pays 40% de la population mondiale, ça veut dire que ces pays émergents regroupent 4 habitants sur 10 de la planète. émergents. Ils ont créé leur propre banque, la Nouvelle Banque de Développement, basée à Shanghai, la capitale économique de la Chine. Elle est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars et a pour vocation de financer les grands travaux d'infrastructure et les projets de développement des pays qui en font la demande. Un projet de fonds de réserve monétaire d'urgence doté de 100 milliards de dollars a aussi été approuvé par les 5 pays. Ces deux institutions contribuent à offrir une alternative aux institutions financières mondiales que sont le FMI et la Banque mondiale. Donc, un nouveau pôle de puissance, les BRICS, qui s'organisent. Alors, demain, je vous donnerai le travail à faire pour la semaine, un travail tout simple. Je vous enverrai via Pronote quelques documents complémentaires, notamment les documents que j'ai projetés sur l'écran. Le travail va consister à rédiger un paragraphe argumenté sur ce chapitre. Voici le sujet, je l'indiquerai demain sur Pronote. Montrer, toujours démontrer, donc avec un développement construit, organisé, structuré, montrer que avec la fin de la guerre froide, le monde n'est pas aussi simple et n'est pas aussi sûr qu'on le pensait. Souvenez-vous, je vous ai dit la première rupture 1989 ou 1991, fin de la guerre froide. L'espoir d'une paix durable, et puis un monde qui paraît beaucoup plus simple. Il ne reste plus qu'une hyperpuissance, les États-Unis, vainqueurs de la guerre froide, etc. Donc on pense que le monde est beaucoup plus simple, le monde est beaucoup plus sûr, et en fait on voit que ce n'est pas le cas avec cette deuxième rupture le 11 septembre 2001, cette nouvelle forme de guerre, le terrorisme international, l'unilatéralisme des États-Unis, et puis la naissance de ces nouvelles puissances, et donc naissance d'un monde multipolaire.
Donc le sujet sera celui-ci, je vais peut-être le rédiger différemment, mais il faudra montrer que finalement, après la fin de la guerre froide, eh bien, le monde n'est pas du tout aussi sûr et aussi simple qu'on le pensait à l'époque. Mes chers élèves de 3e 5, je vous souhaite un agréable dimanche. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.